Il est bon, oui. Ah, oui. Okay. Je te laisse. Ouais. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance du séminaire d'actualité de la recherche. On va déjà commencer. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à la haine mon collègue avec lequel nous élaborons et préparons l'actualité de la recherche cette année, donc Anthony Mazur, que vous connaissez pour la plupart déjà, qui est professeur associé et responsable de la recherche à la Haute École d'Art et de Design de Genève, donc à la haine où nous nous trouvons. Et ces recherches, vous avez peut-être eu l'occasion de lire les textes en relation à la présentation d'aujourd'hui, portent sur les implications sociales, politiques et esthétiques des technologies numériques. Il a confondé les revues de recherche back-office et réel virtuel, et il est l'auteur de l'essai Design et humanité numérique. Avec lui, Guillaume Bruleux, qui est architecte à Genève après avoir exercé plusieurs années en Chine. En 2017, il commence à étudier les technologies blockchain sous leurs aspects sociaux, politiques et économiques, technologies qui sont au cœur de la présentation d'aujourd'hui. Il collabore depuis lors avec Anthony Mazur à l'analyse de ces enjeux au travers d'articles, conférences ou cours, et son activité actuelle s'oriente principalement autour du crypto gaming. Ils vont nous parler aujourd'hui de singulariser le politique, transformation des pratiques artistiques à l'ère de la blockchain et des NFT. Donc, merci d'être là avec nous, de présenter votre recherche. On va procéder comme d'habitude, on vous laisse 40-45 minutes. Je vous coupe si vous deviez dépasser un peu tôt, de façon à laisser place à la discussion. Et vous connaissez l'exercice, n'hésitez pas à poser vos questions, à revenir sur des exemples. Donc, il y a beaucoup de questions de définition, de nouvelles étymologies, de nouveaux développements de la production et de la création artistique. Donc, on a vraiment l'occasion d'en discuter et je me réjouis d'ores et déjà de cette découverte avec vous. Ainsi, on salue également les gens sur Zoom et les questions dans le chat seront relayées par Henri à la suite de la présentation. N'hésitez pas absolument tout à fait. Soit sur le chat, soit aussi sur Zoom, vous pouvez intervenir si vous levez la main de façon à ce que je puisse le voir et prendre la parole. Un élément de contexte historique très rapide avant d'entrer dans le vif des technologies blockchain pour déjà essayer de casser l'idée reçue selon laquelle l'œuvre d'art est quelque chose d'unique et de tangible. On n'a pas attendu la blockchain pour que ce paradigme soit largement remis en question, notamment avec Internet et le web. Mais à vrai dire, ça a commencé bien avant. On pense à la photographie, au cinéma, à l'art conceptuel, à l'art minimal ou au net art. C'est beaucoup de formes artistiques différentes qui datent d'il y a au moins 50 ans et qui ont du coup cassé cette adéquation entre art, originalité et objet tangible. Par exemple, l'art conceptuel, c'est des notices qu'on peut reproduire. La photographie, on peut certes signer les épreuves, mais c'est quand même plutôt un art de la copie. Le cinéma, etc. Donc, du coup, ces questions de reproduction et d'unicité sont déjà vraiment en débat dans l'art depuis plein d'années et on verra comment les technologies blockchain rejouent, exagèrent ou modifient ces tensions. Ici, un exemple de NetArt. Si vous n'êtes pas familier avec cette forme d'art du collectif Jody, une partie de leurs travaux est exposée à Art Basel cette année. Donc ici, c'est un travail qui est exposé au MoMA à New York qui du coup met en scène des systèmes d'exploitation numériques, de bureautique, sous forme de vidéos performatives en 2002. Et puis, ça, on voulait insister sur l'idée que les technologies numériques et l'ordinateur, et puis même le web, plus précisément, ont démultiplié la capacité à créer des copies. Ici, de façon ironique, un clavier qui sert uniquement à copier-coller, qui date de cette année. Ce qui fait que, du coup, face à ça, pour les artistes, designers, créateurs, créatrices, il y a deux attitudes possibles. Évidemment, c'est plus nuancé, mais je schématise. Soit on dit, OK, il y a de la copie partout, et donc on l'assume et même on l'encourage. Donc, ça donne des mouvements comme les Digital Commons, les licences libres, le peer-to-peer, qui vont être pro-partage de fichiers. Ou alors, on dit non, pas du tout, il faut appliquer les règles du monde dit réel ou tangible au numérique. Donc, on va surveiller le web, combattre le piratage et sanctionner. Pensez à Adopi, par exemple, pour la partie française, qui va du coup punir les personnes qui piratent les fichiers.
Et donc, on verra comment la blockchain permet du coup de dépasser peut-être cette opposition. Alors, sur Bitcoin, je pense que tout le monde aujourd'hui connaît à peu près Bitcoin, mais avant de redéfinir un peu le terme et ce que c'est, il est important de rappeler avant tout qui sont les personnes à l'origine de ce projet-là. Alors, Bitcoin, c'est un projet avant tout qui est politique, avant technologique, et c'est la concrétisation politique d'une pensée qui est celle des cypherpunks, qui est relativement ancienne, qui combattent globalement la liberté d'expression sur le web et ainsi que les libertés socio-économiques en général. Ces cypherpunks vont évidemment évoluer dans un contexte économique relativement particulier, qui premièrement sera la fin des accords de Bretton Woods en 1971, qui à partir de 1975 va voir apparaître une explosion de l'hyperinflation du dollar américain, avec en finalité les crises des années 2000, qu'on verra. Alors, crise des subprimes en 2006, puis plus intéressant et très important pour Bitcoin, car la crise de 2008 est clairement explicitée et mentionnée dans la première opération Bitcoin, la crise bancaire de 2008. En réponse à ces crises et à ces dérives de gestion économique et gouvernementale, les cypherpunks posent le projet d'un or numérique et de pouvoir recréer un nouvel étalon or numérique. Donc Bitcoin, la meilleure explication qu'on puisse en faire rapidement, c'est avant tout un or numérique. Donc par rapport à l'or, Bitcoin sera périn, infalsifiable, limité et fractionnable. Cet engagement politique, elle va avoir des répercussions relativement récentes. On peut voir par exemple en Le Salvador en septembre dernier, ou même très récemment Salvador. le mois dernier. Salvador. Salvador. Ou le Brésil en octobre, donc, le mois dernier, qui ont annoncé vouloir utiliser Bitcoin comme une nouvelle base monétaire. Alors, au niveau du fonctionnement, Bitcoin, en fait, la réelle révolution que permet cette technologie, donc Bitcoin, c'est un protocole technologique qui est basé sur un ensemble de techniques et de technologies qu'on va grouper sous le terme de blockchain. Donc, la blockchain, c'est la technologie qui sous-tend Bitcoin. Ce qui est révolutionnaire avec cette technologie-là, et ce que Bitcoin arrive à produire, c'est à créer une singularité au sein du monde numérique qui était absolument impossible avant 2009. C'est ce qu'on avait vu un peu auparavant, c'est que le monde numérique, c'est avant tout la réplication, le copier-coller. Et avant 2009, il était impossible de créer une entité numérique unique. Oui, si on prend un billet de banque, un billet de 100 francs, si je vous le donne et que vous l'avez encore, si on a tous les deux, le billet va perdre de la valeur. Il garde de la valeur parce que si je vous le donne, je ne l'ai plus. Et du coup, Bitcoin va permettre de faire ça dans l'environnement numérique. Pour la monnaie, et après, on verra pour également les œuvres d'art. C'est ça, donc la première application de Bitcoin va être de créer une monnaie, donc ça va être la première entité unique de l'Internet. Donc au niveau du fonctionnement beaucoup plus détaillé de Bitcoin, c'est un système, on va dire, relativement complexe, qu'on ne va absolument pas du tout avoir le temps de détailler aujourd'hui. Par contre, on vous renvoie, Anthony et moi, à une conférence qu'on avait fait il y a 2-3 ans à la Gaîté Lyrique, qui explique très en détail le fonctionnement technique de Bitcoin. Il faut à peu près 1 heure pour ce schéma-là, donc on ne va pas le faire aujourd'hui. Voilà. Cela étant, qu'est-ce que Bitcoin apporte au-delà de sa technique? Elle apporte ce qu'on va appeler l'ouverture vers le Web 3, donc le dit web, donc le web décentralisé, et va permettre, donc, qui existait déjà avant avec des systèmes comme le peer-to-peer et ce genre d'événements, mais il va permettre de décentraliser le monde numérique et de revenir à des relations pair à pair, de personne à personne, sans passer par les tiers de confiance. Un exemple assez flagrant, il y a quelques semaines, vous avez bien vu la panne de Twitter et Facebook, et du coup, on s'est bien rendu compte qu'une grosse partie du web s'était effondrée, parce que c'est très polarisé. Et du coup, ce que permet le Web 3, c'est d'éviter ces effets de dépendance et de grands groupes. Alors, Ethereum, on est rapide, on a vraiment passé Bitcoin en à peine 2 minutes. Mais alors, Ethereum, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme Bitcoin en beaucoup plus compliqué. Donc, ça va être simple. Mais si on essaie de le résumer, ça va être, on va récupérer les mêmes attributs que Bitcoin. Donc, Ethereum va développer une blockchain à côté, où elle aura sa propre monnaie, qu'on va appeler Ether ou ETH. Et à la suite de ça, Ether part du principe que si on peut créer une unicité numérique pour créer une monnaie, on va également être capable de créer une unicité numérique pour n'importe quelle entité numérique. Donc, ce que propose Ethereum, de dire à partir de maintenant, n'importe quelle entité numérique peut être unique. C'est ce qu'on va appeler les tokens, qu'on remet sous le terme de token.
Mais ils vont également développer tout un tas d'autres fonctionnalités qu'on appelle donc les ICO, pour Initial Coin Offering. Donc, ça va se rapprocher à des IPO, donc des émissions de parts sociales qu'on a dans les grandes entreprises, donc sur Facebook, ce genre de choses. Les smart contracts, on va pouvoir identifier des scripts automatisables, des DApp, une forme de l'application décentralisée, et les DAO, qui va être encore très compliqué à expliquer, on va vraiment sur des organisations politiques complètement décentralisées, donc sans aucun rapport étatique. On aura des exemples à la fin de toutes ces choses-là. Donc on prend tout ça, on rajoute Bitcoin et on a Ethereum. Donc il y a une chose assez monstrueuse en termes de capacité de ce qui est capable de faire. Donc pour expliquer un peu cet écosystème Ethereum, comment tout ça peut fonctionner ensemble, on a essayé de mettre en place un exemple dans le milieu artistique sur une version du Art Basel version NFT. Donc, les NFT, on va expliquer un peu après ce que c'est, mais on va essayer d'expliquer comment tout cet écosystème Ethereum fonctionne. C'est un scénario fictif, évidemment. Basel ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. C'est nous qui l'avons inventé. L'année prochaine, peut-être. Alors, imaginons l'équipe de Art Basel qui ont envie pour 2022 de monter la Art Basel NFT. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont devoir récupérer des acteurs dans le monde numérique. Et pour cela, ils vont monter ce qu'on appelle un white paper. Donc, c'est un élément très, très important dans la culture crypto, qui est un papier qui explique en substance le projet qu'ils veulent mettre en place. Ce papier, ce document, ils vont le transmettre auprès d'investisseurs. Donc là, on va être sur des investisseurs numériques en ligne, n'importe quelle personne, pour monter une ICO, donc une Initial Coin Offering. Là, on s'en rapproche pour faire une sorte de similarité sur un Kickstarter, en gros. Ces investisseurs qui peuvent être emballés par le projet vont donner non pas des euros, des francs suisses ou des dollars, mais donner des Ethers, qui va être la monnaie du projet. Donc, ils vont envoyer des Ethers au groupe et à la compagnie. Et en échange de ces Ethers, les investisseurs vont recevoir un token. Donc, vont recevoir un jeton. Donc, ce jeton, il va s'apparenter à une part sociale d'entreprise. Donc là, on est vraiment sur un système relativement classique, mais mis sur Internet. Avec ces fonds, Art Basel va pouvoir monter la compagnie, donc la NFT Art Basel, avec un capital de 0 francs suisses, de 1000 Ethers et de 30% de part sociale qu'il conserve. Tout ça représenté sous des formes de tokens ou de crypto, donc d'Ether. Avec ces fonds, on va pouvoir les dépenser pour payer des compétences, des développeurs, des artistes, enfin toutes les compétences qu'ils auront besoin, pour monter un site web donc, qui serait la version du Art Basel en ligne, et ainsi que la partie physique qui serait à Bâle. Ces deux instances, donc le site web et la partie physique, sont liées entre elles par des DApp et des smart contracts, donc des interactions, des applications qui vont permettre de mettre en relation ces deux instances, donc ces deux pôles de l'événement. À partir d'un instant T, la compagnie va pouvoir émettre les tickets d'entrée, donc les tickets pour accéder à l'événement. Ces tickets vont prendre la forme également d'un token. Donc, ce token-là, cette fois-ci, ce n'est ni une monnaie comme Ethereum token, ce n'est ni une part sociale comme le jeton BS, mais ça va être un autre type de token qui va pouvoir s'apparenter à un ticket d'entrée à l'événement. Donc, ce ticket va être émis à travers une sorte de pré-sale, donc une pré-vente, et le code ou les smart contracts peuvent, par exemple, définir ou obliger que uniquement les possesseurs de jetons BAS puissent acheter en premier lieu les jetons TKT, les jetons tickets. Donc là, on est sur tous ces choses-là sont parfaitement automatisables et se font très naturellement dans le monde de la blockchain. Un peu plus tard, on peut imaginer qu'il y aura des visiteurs ou des propriétaires d'art qui veulent accéder au marché, qui n'auront pas pu accéder à cette précède et qui veulent accéder à ces jetons, pourront les acheter sur des marchés secondaires, dans le sens où ces jetons numériques sont fongibles, ils sont échangeables les uns avec les autres. Ils pourraient les acheter sur des plateformes de trading. Ce qui, aujourd'hui, on voit bien, par exemple, qu'on prend la place d'un concert de musique. Généralement, la place de concert se matérialise sous un document PDF. Et c'est très compliqué aujourd'hui de vendre ce document-là pour la simple et bonne raison qu'il suffit de l'imprimer 25 fois et de le vendre à 25 personnes différentes. La première rentre à l'événement, les 18 autres restent à l'entrée. La solution de ça, il y a quelques exemples où ils doivent revendre les tickets sur la plateforme émettrice, mais c'est des choses très instables, alors que la blockchain y répond parfaitement en à peine 15 secondes d'exécution.
Donc, on voit bien qu'en plus, ces tickets vont pouvoir avoir une inflation selon les cours du marché. Donc, on peut acheter, imaginez que le ticket est mis à 0,1 Ether, on pourra être revendu à 0,15 puis 0,35. Le visiteur et le propriétaire d'œuvre d'art vont pouvoir se connecter et pouvoir rentrer à l'événement. Donc, le premier, physiquement, avec son QR code, va pouvoir rentrer à l'événement ici. Et on peut imaginer que ce token a des propriétés spécifiques qui lui permettent d'être détruit au moment où il entre dans l'événement, de la même manière pour déchirer un ticket d'entrée. Mais on peut paramétrer ce token de manière beaucoup plus compliquée en lui disant qu'en fait, il va y avoir un délai de vie. C'est-à-dire que pendant 24 heures, le jeton va exister, puis au bout de 24 heures, celui-ci va être détruit ou va se transformer en autre chose. Tous ces paramètres, on peut imaginer absolument tout est possible. La connexion se fait par un Web3. Donc ça, c'est des choses assez nouvelles. MetaMask, on va détailler un peu plus loin, mais c'est des personnes, c'est des éléments de login qui permettent de s'identifier d'identifier les cryptos que l'on puisse posséder ou les NFT. Donc, le propriétaire va mettre en vente un NFT, donc un non-fungible token. Donc là, on est encore sur un nouveau type de token. Cette fois-ci, celui-ci n'est plus échangeable avec un autre. Celui-ci est unique et va s'apparenter plutôt à vraiment une œuvre d'art. Donc, on est sur un token unique, donc celui-ci ne peut pas être tradé sur une plateforme de trading, il peut être vendu parce que celui-ci est unique. On peut voir, par exemple, qu'au moment de la vente, tout va être automatisé, c'est-à-dire que le visiteur, à l'intérieur de l'événement, va pouvoir voir un écran, va pouvoir voir le CryptoPunk en l'occurrence, et pouvoir directement l'acheter en scannant le QR code et pouvoir envoyer, pour actuel, je crois, au moins plus de 1000 Ethers ou entre 300 et 400 000 francs suisses pour un CryptoPunk. Tout cela est automatisable. Il n'y a pas besoin d'avoir de tiers de confiance, de notaire ou une personne présente dans la salle pour certifier l'opération. Tout cela est certifié et sécurisé par le contrat, les smart contracts et le Web3 Wallet. Le smart contract, c'est évidemment des scripts qui peuvent avoir des leviers de contrôle. Rien n'empêche de dire qu'au moment de la vente, un certain pourcentage de la vente, automatiquement, pourra être reversé à un tiers A ou B. Donc, dans ce cas-là, un pourcentage de la vente du NFT est reversé à la compagnie originale, donc le NFT Art Basel, où ils reviennent de leur fonds pour financer évidemment le coût de la mise en place de l'événement. Et après, on voit bien que le token BAS qu'on avait expliqué à la fin, qui a été émis au niveau des investisseurs, ils peuvent très bien, vu que ça correspond à une part sociale, la partie des fonds peut être redistribuée comme des dividendes qu'on a dans un système relativement classique d'entreprise américaine et même relativement mondiale. Ces jetons-là, évidemment, peuvent être encore une fois retradés sur des plateformes de marché. Donc, on voit ici, en fait, qu'on a une très grand, large spectre d'utilisation de tokens différents, entre des tokens qui peuvent être utilisés pour des parts sociales, d'autres pour des tickets d'entrée avec des durées de vie relativement éphémères, d'autres qui sont uniques, qui vont pouvoir s'apparenter à des œuvres d'art, et également avec des Ethers qui vont s'apparenter à des formes de paiement. Donc, les NFT, on est vraiment dans une forme de capitaliser le numérique. On rappelle très rapidement que Bitcoin, c'est avant tout une vision politique et qu'aujourd'hui, posséder Bitcoin, c'est avant tout politique que économique. Qu'Ethereum, lui, va permettre de développer une efficience technologique dans le monde technologique et dans le monde actuel, ne va pas du tout chercher à détruire le système bancaire, contrairement à Bitcoin, et que NFT va clairement se retrouver dans une transformation des usages sociaux et de la manière dont on s'apparente sur le web. Au niveau de la définition, alors, on est bien clair qu'un NFT, c'est donc un certificat numérique qui est infalsifiable et décentralisé. Quand on dit décentralisé, c'est forcément sur une blockchain, dans ce cas précis, et qui est attaché à une entité numérique ou tangible. Donc, pour faire simple, c'est une entité numérique unique. Qui n'est pas unique, mais on peut apparenter son unicité à travers un mécanisme de ledger sur blockchain. Bon, quelques exemples, si on prend les cartes Pokémon, vous connaissez sans doute. Du coup, on pourrait, dans l'environnement numérique, avoir des cartes Pokémon uniques et qu'on pourrait du coup revendre, etc., sans possibilité de les copier. On sait que ce genre de carte peut atteindre des grandes sommes si elles sont tangibles et on peut du coup répliquer ça dans le monde numérique. On fait un petit tour par le jeu vidéo, puis après on verra quelques exemples marquants de NFT pour vous montrer qu'on n'a pas attendu les technologies blockchain pour du coup vendre, acheter, trader des items en ligne. Ici, un exemple classique, enfin peut-être un peu méconnu maintenant, mais Second Life en 2003, qui du coup était un des premiers jeux à avoir une monnaie intégrée, le Linden Dollar,
avec lesquels des personnes pouvaient acheter des îles, des maisons, tout un tas d'objets. Et du coup, il y avait aussi l'idée vraiment d'avoir une identité en ligne très, très forte, avec des avatars et une vie sociale qui, pour certaines personnes, dans l'environnement du jeu, était plus importante que leur identité, disons, de IRL, enfin tangible. Le marché des skins également, en voulant dire quelques mots. Ici, l'exemple le plus connu, c'est Fortnite. Alors, ce n'est pas le premier. Le premier exemple de skin, c'était Team Fortress 2 en 2009. Mais on voit que Fortnite a vraiment fait exploser ce modèle. Et du coup, ces skins, ces éléments de customisation qui n'apportent aucun élément de gameplay, donc ça ne donne aucun pouvoir dans le jeu, représentent des millions de dollars en termes de chiffre d'affaires pour cette entreprise. C'est un des premiers jeux vidéo au monde maintenant, Fortnite, en termes d'audience. Bon, ce n'est pas un super film, on voulait quand même le mentionner, l'idée du métavers. Alors ça, c'est une vieille idée, mais là, c'est un film plutôt récent. Donc, pareil, l'idée que les personnes vivent dans des bidonvilles et leur vrai accomplissement se passe dans un univers entièrement immersif et numérique. Donc, tout ce background pour vous dire que l'identité numérique ayant pris de plus en plus d'importance, de plus en plus de personnes vont être prêtes à mettre plus d'argent pour valoriser leur identité numérique que d'acheter des objets tangibles qui finalement vont être vus d'assez peu de personnes. Si aujourd'hui vous achetez une montre Rolex, bon, je ne sais pas, peut-être chaque jour il y a 50 personnes qui vont la voir, à peu près, ce n'est pas grand-chose. Si vous êtes dans Fortnite ou sur Twitter ou Instagram, vous touchez beaucoup plus de gens et donc finalement c'est plus rentable en termes d'image, plus rentable d'acheter des éléments de distinction numérique que des éléments de distinction comme des vêtements ou des objets tangibles. Juste sur Ready Player One, je suis assez d'accord que le film est assez mauvais, mais ce que décrit le film, ce n'est pas du tout la science-fiction. On y est vraiment déjà à 70-80% dans ce que nous on peut voir dans la crypto-monnaie. Donc, l'identité numérique, les items numériques et les vêtements numériques, on y est déjà vraiment très, très profondément. Donc, l'identité numérique, on en parlait, c'est une comparaison assez schématique, mais du coup, avec à gauche, une personne définie par des traits physiologiques, on pourrait appeler une loterie génétique, et puis des biais, des préjugés. Et à droite, du coup, c'est assez caricatural comme position, mais du coup, un avatar où on peut vraiment cette fois choisir l'apparence et qui va incarner des valeurs et des croyances embarquées dans ces fichiers. Vous parlez de ça? Oui, alors le login MetaMask, on l'avait un peu mentionné un peu plus tôt, c'est-à-dire que pendant 3-4 premières années de la crypto, l'interaction était uniquement économique et monétaire. On s'identifiait, on avait des wallets, on avait des portefeuilles, d'ailleurs le terme de portefeuille, mais ça s'apparentait à un compte bancaire. Aujourd'hui, le login with MetaMask, donc ce Web3, permet de s'identifier d'un point de vue identitaire. C'est-à-dire que quand on est sur des groupes Discord, certains groupes, avec ce collab-land, permet d'identifier son portefeuille crypto-monnaie et d'identifier sa personne dans sa possession de NFT. Donc, on permet des personnes que l'on parle, donc on parlait d'identité numérique, d'être certifié que la personne à qui on parle est bien le propriétaire d'un certain crypto-coin, le propriétaire d'un board ape ou propriétaire de tel événement. Donc ça, on est vraiment au-delà de l'économie, on est bien au-delà de la finance, donc on est vraiment sur de l'identité numérique. Je précise que MetaMask, c'est un système de login décentralisé, ce qui peut avoir des conséquences assez intéressantes. Encore une fois, je reviens quand Facebook, Instagram et WhatsApp avaient planté il y a quelques semaines, vous ne pouviez plus vous loguer sur aucun site qui demandait le login with Facebook. Et du coup, il y avait une interdépendance totale. Avec un système comme MetaMask, théoriquement, ça ne peut pas planter vu que c'est décentralisé. Ça ne tient pas sur une entreprise ou un petit groupe de personnes. Donc, ça pourrait petit à petit remplacer le login with Gmail ou le login with Facebook, ce type de principe. Alors, on arrive dans des exemples plus concrets de NFT. Une grosse partie qui n'est pas forcément la plus intéressante, mais c'est ce qu'on appelle les collectibles, donc les items à collectionner. Et on a, si on les analyse de façon assez schématique, on retrouve deux états d'esprit qui sont une tendance assez sombre, donc nihilisme et de la pop culture web, les deux pouvant se mélanger. On va montrer quelques exemples. Ici, une couverture du magazine Wired en 93 qui reprend l'esthétique punk ou Anonymous ou rebelle en quelque sorte, 1993. Et on voit qu'ici, en 2017, le premier exemple de NFT, enfin, ce n'est pas le tout premier, mais le premier exemple très connu, c'est les CryptoPunks, qui à l'époque a été distribué gratuitement. Donc, c'est des images de 24 pixels de côté. Il y en avait 10 000 qui sont uniques dans la forme et également dans la signature et qui aujourd'hui valent plusieurs centaines de milliers de francs suisses chacune. C'est vraiment devenu quelque chose presque comme un Warhol numérique, ce serait peut-être l'analogie la plus parlante. Chacun de ces CryptoPunks a plusieurs propriétés. Ça peut être des accessoires, une couleur, des lunettes ou des chapeaux. Ici, on a le détail du coup de tous les types de propriétés d'un CryptoPunk. Et donc, c'est décliné après x 10 000 avec différents scores de rareté, etc.
Autre exemple, la même année, les CryptoKitties, qui se rapproche des CryptoPunks d'un univers un peu plus pop, qui avait pour particularité de pouvoir se reproduire. Alors, se reproduire au sens biologique, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas pareil aux parents. Donc, il reste quand même unique, même s'ils peuvent se reproduire. Et après, ils peuvent être revendus, etc. Bon, ça vaut moins cher que les CryptoPunks, mais c'est quand même comme des grosses sommes, ces chatons. C'est très, très variable. Ça peut aller, en fait, comme la quantité n'est pas du tout limitée, on peut aller de quelques euros à des centaines de milliers. Ici, beaucoup plus récent, un exemple avec des… Bon, graphiquement, on est assez sceptique sur ce genre d'exemple, pour être honnête, mais c'est plutôt ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la possession d'une de ces images donne accès à un club exclusif. Donc, l'idée de communauté, on n'achète pas seulement une image, mais on achète un droit d'entrée dans un univers communautaire. Exemple un peu différent, il y a aussi des applications dans des œuvres de charité. Ici, c'est une collection de NFT féministes. Et donc, une partie des gains est reversée à des associations, ce qui peut se faire dans plein d'autres applications. Mais ici, les smart contracts permettent d'automatiser ce type de gains reversés. Surtout que si globalement, d'un point de vue artistique, c'est souvent la culture crypto et punk qui dirige avec ce côté dépressif et ce côté très noir, on a aussi beaucoup de contributants qui essaient justement de se raccrocher à ces technologies. Ici, un exemple que je ne pourrais pas détailler, c'est trop complexe, mais on voit qu'il y a des artistes aussi qui viennent plutôt de la culture du net art, donc de la programmation, du hacking, qui vont aussi investir la NFT pour commercialiser ou donner de la valeur à leur production. Ça, c'est un travail vraiment intéressant, mais je n'ai malheureusement pas le temps de commenter aujourd'hui. Maintenant, je vais laisser Guillaume parler des implications pour le marché de l'art. On a déjà vu avec Art Basel des exemples. Art Basel, dans un schéma relativement classique de modèle économique au niveau du marché de l'art, c'est l'artiste a relativement de difficulté à accéder aux clients ou aux collectionneurs. Il va devoir prêter son œuvre à un galeriste. Le galeriste va la vendre, il va retoucher une rétrocommission une seule fois au moment de la vente, qui peuvent être relativement importantes, de l'ordre de 50%, ça dépend des millions. Ce qui fait qu'une œuvre d'art qui est revendue 20 ans ou 50 ans plus tard pour des millions chez Sotheby's ou Christie's, l'artiste originel ne va rien toucher de ces ventes-là. Dans le milieu de la crypto, donc, on peut voir sur OpenSea, Foundation, Rarible, l'artiste se trouve au centre de cet événement-là, avec une visibilité où tout le monde le voit directement. Il n'y a plus du tout de tiers intermédiaires. On peut considérer la plateforme comme le nouveau galeriste, mais en termes de pourcentage de ce qu'ils prennent, on est vraiment infime, donc ce n'est pas du tout comparable. Et à chaque revente de l'œuvre, ad vitam aeternam, même 50 ans après, l'artiste va retoucher des rétrocommissions tout au long de la vie de l'œuvre. Donc là, on est sur des systèmes extrêmement intéressants du modèle économique, où l'artiste va vivre économiquement sur la vie de son œuvre culturellement. Ce qu'on n'avait pas du tout dans le système, ce qu'on n'a pas du tout en fait, dans le système traditionnel aujourd'hui. Et aussi, les tokens peuvent avoir d'autres fonctions. Ici, c'est une plateforme de vente de NFT artistiques qui s'appelle Super Rare, qui ont lancé récemment un token qui permet aux gens, après, de jouer le rôle de curateur, d'avoir des espaces dans cette plateforme qui peuvent paramétrer, inviter des artistes, avoir leur propre galerie à l'intérieur de la plateforme, ce qui donne un droit de curation, plus du cashback sur les œuvres vendues. Donc, le token matérialise du coup un pouvoir de décision au sein de cet environnement. Ici, un manifeste que je n'aurai pas le temps de commenter, faute de temps, mais qui, du coup, extrapole les enjeux de NFT dans le monde des musées et des institutions pour créer, du coup, plus d'égalité et de redistribution. C'est ça qu'on accuse souvent, du coup, les crypto-monnaies d'être capitalistes, mais comme si le monde de l'art contemporain ne l'était pas. Enfin, c'est aussi comme une ironie de ce point de vue-là. Culture graphique ou culture technique, ce qu'on avait essayé d'étudier rapidement, c'est qu'on a effectivement cette culture un peu dépressive des cypherpunks qui tend et qui vraiment imprègne l'art en général. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une culture technique qui va venir en place, dans le sens où on n'a pas eu le temps d'expliquer Bitcoin et la blockchain, mais que les coûts de transaction sur la blockchain peuvent vite devenir très, très, très élevés. C'est-à-dire qu'on paye les personnes qui entretiennent le réseau comme sur un réseau peer-to-peer. Là, on est en live, donc on voit que par exemple aujourd'hui, c'est relativement cher. Donc, c'est-à-dire que pour créer un NFT ou pour acheter un NFT, ça, c'est les sommes qu'on doit débourser sur chacune des différentes plateformes de NFT. Donc, on n'est pas du tout sur des sommes risibles. On est sur des sommes, on est pratiquement à 100, 200 $ pièce. Ce qui fait que pour l'artiste qui va vouloir créer un NFT, ça va être des frais de construction, des frais de production qui sont fixes. Et là, on va pouvoir avoir des frais relativement importants. Ce qui fait qu'on va avoir différents types de stockage d'NFT où l'artiste va devoir chercher comment encoder l'œuvre d'art pour qu'elle pèse le moins lourd sur la chaîne.
Alors, on va voir des plus grandes œuvres d'NFT vont être des choses qu'on appelle on-chain, c'est-à-dire que l'intégralité de l'image est encodée sur la blockchain. Donc là, plus il y a de data stockée sur la blockchain, plus ça va coûter cher. Et du coup, le travail va essayer de compresser au maximum les données sans les détruire. Donc là, on va avoir des exemples d'autoglyphes qu'on va voir après, et CryptoPunk, sinon c'est vraiment des prouesses techniques en fait. C'est pour ça que quand je dis des fois que NFT, c'est juste vendre un JPEG et le signer, c'est vraiment très schématique. Il y a vraiment derrière une culture technique très poussée qui fait que ça ne peut pas du tout s'apparenter à un JPEG. Parce que si on veut stocker une vidéo sur la blockchain, ça va coûter plusieurs millions de dollars pour payer le giga de stockage sur la blockchain. Ce qui fait qu'on est vraiment obligé de penser les choses différemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit apparaître différents modèles de stockage. On va voir le IPFS. C'est des graphes orientés acycliques. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais globalement, l'image n'est pas stockée sur la blockchain. Ce qui est stocké sur la blockchain, ça va être uniquement un URL, donc un lien sur lequel on clique, et l'image est stockée sur un site tiers. Donc sur IPFS, les choses sont relativement sécures parce que l'image est stockée sur un réseau peer-to-peer. Donc là, c'est relativement résistant. Mais la majorité des NFT qu'on voit aujourd'hui, on est vraiment dans un truc très, très basique et vraiment pas du tout intéressant où l'image est stockée sur un serveur. C'est-à-dire que je vends un NFT, ce que je vends, en fait, ce qui est stocké sur la blockchain, c'est un URL qui renvoie sur une image qui est stockée sur mon serveur personnel, par exemple. Le jour où mon serveur disparaît, la personne est propriétaire d'un URL qui redirige vers rien. Bon, un exemple, c'est le code source du web qui a été vendu en NFT pour plusieurs dizaines de millions de francs et le lien est cassé. Du coup, la personne qui l'a acheté a un lien qui renvoie vers rien du tout. Voilà. Parce que du coup, ce qui est stocké sur la blockchain, c'est uniquement l'URL et pas les données de base. Ouais. En exemple de projet on-chain, donc Autoglyph, qui est le tout premier projet. Alors ça, c'est un projet extrêmement pointu de niveau code. C'est les Larva Labs, donc c'est les mêmes personnes qui ont monté les CryptoPunk. Ce qui est généré graphiquement correspond à des données de la blockchain intrinsèque et tout est encodé par rapport aux données qui sont live de la blockchain. C'est vraiment très, très compliqué d'un point de vue code, mais c'est le tout premier exemple où ça, c'est vraiment indestructible. On est vraiment 100% sûr de la blockchain. Ce qui s'apparente à du NetArt. Oui, complètement. 100% des gains ont été revendus, ont été redonnés à une association écologique également. Et puis, il n'y avait que 500. Donc là, par exemple, pour savoir, un autoglyphe comme ça, on est à peu près en termes de somme entre 400 et 800 000 francs suisses. Ouais, donc on continue à explorer ces liens entre culture graphique et culture technique. Ici, il y a donc d'autres exemples un peu plus expérimentaux. Stoner Cats, qui est une série animée avec des chatons qui reprend des éléments de la culture web. Et en fait, vous pouviez acheter à l'époque un élément de la série, donc un chaton ou autre, il n'y avait pas que des chats. Et du coup, la possession d'un token vous donnait droit à accéder aux épisodes de la série. Donc, c'était à la fois une espèce d'œuvre d'art que vous achetiez et un droit d'entrée ou un ticket d'entrée pour la série. Et plus que ça, c'est aussi un token de gouvernance. Du coup, en possédant une de ces images, un token qui est matérialisé par une image, vous avez désormais un droit de vote sur les futurs projets ou les futures séries animées qui pourraient être produites par le studio. Il y a un accès dédié. Donc, on voit que c'est vraiment un token du coup multifonction. Et là, oui, Connect Wallet, donc vous pouvez vous loguer. Et si vous possédez du coup un de ces tokens, vous accédez aux épisodes. Nundeao, qui est un exemple extrêmement intéressant. Peut-être que je vais t'expliquer tout ça. Oui, alors, Nundeao, on est vraiment le projet pour moi qui est le plus intéressant en termes de NFT aujourd'hui. On n'est plus du tout dans l'image en fait. Donc, les NFT sont matérialisés par de l'image, par du JPEG effectivement, mais tout est on-chain. Mais là, on est vraiment dans la gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, il y a un NFT qui va être généré à travers du code. Donc, on voit ces images-là qui sont générées arbitrairement. Tout est open source. Donc, tout le monde peut récupérer les images, les copier-coller s'ils veulent, refaire le projet tierce. Mais l'avantage, c'est qu'ici, tout fonctionne à travers des enchères. Donc, on voit, par exemple, là, sur un DON, on est à peu près à 125 Ethers. Et dans 1h30, l'enchère va être finie, on va passer au suivant. Un Ether, c'est 3 000 $ environ aujourd'hui. Donc là, on est à peu près autour de 400 000 francs suisses pour ce non. Ce non-là, ce n'est pas une image, c'est un droit de vote. C'est un droit de vote qui donne un pouvoir sur une trésorerie. Et cette trésorerie, elle est composée de l'ensemble des enchères. Donc, on peut voir la trésorerie qui est cachée derrière. Ici, on voit une trésorerie. Aujourd'hui, c'est 9 700 Ethers. Donc, ça correspond à peu près à, on a calculé, 35 millions de francs suisses. Et cette trésorerie-là va être dirigée par les possesseurs de non à vote équivalent. On peut voir, par exemple, dans les governance, on les a plus loin, je pense. Non, on va retrouver plus loin.
mais qu'il y a des votations et que les personnes peuvent faire des propositions, par exemple, inviter tel artiste à tel événement, créer une version décentralisée de tel objet. Ils vont proposer des financements, les personnes vont pouvoir voter, tous les propriétaires d'un note vont pouvoir voter, pour dire oui ou non. Ils vont allouer une somme au projet pour faire cette chose-là. Donc, ils ont 35 millions à leur disposition pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Voilà un exemple aussi, peut-être qui pourrait vous intéresser. Un projet un peu ironique de créer un artiste décentralisé. Donc, c'est une organisation, on achète des tokens. Après, on est confronté à des images issues, on va dire, de différentes époques de l'histoire de l'art. On vote pour les préférés et du coup, il y a un algorithme basé sur du machine learning qui va générer des images inspirées par les votations de la communauté. Et après, ces images sont revendues sur la blockchain. Donc là, on voit qu'on mélange machine learning et NFT, donc ça commence à être pas mal geek. Ouais, voilà. Et qui sont après vendus sur la plateforme super rare qu'on a vu avant, la plateforme avec le token de gouvernance qui s'appelait rare. Ça, c'est le projet Boto, que je trouve assez intéressant aussi, et qui permet du coup de vraiment dépasser cette idée qu'on vend juste des images qu'on pourrait trouver sur le web. On arrive à la dernière partie, donc on va être dans les temps. Le crypto gaming, donc on a parlé d'art contemporain, d'art pour l'instant, mais il faut garder en tête que, en tout cas économiquement, les principales applications aujourd'hui d'NFT sont plutôt à chercher dans le jeu vidéo. Alors cette opposition, elle est évidemment contestable. Tout se mélange dans les NFT, la pop culture, le jeu vidéo, l'art contemporain. Il n'y a pas vraiment de frontière entre tout ça. Mais on va vous montrer là le jeu le plus important aujourd'hui en termes économiques basé sur NFT qui s'appelle Axie Infinity. Je te laisse commenter. Oui, alors, Axie Infinity, c'est un peu long et compliqué à expliquer, mais pour faire simple, ce que Axie Infinity ont réussi à faire, c'est de produire des items numériques. Donc, en fait, les éléments du jeu s'apparentent à des NFT qui peuvent être sortis du jeu et vendus et échangés sur des plateformes de trading. C'est-à-dire que les gens sont propriétaires de ce qu'ils dépensent à l'intérieur du jeu. Le jeu a mis en place un système de play to earn, ce qui est une nouvelle forme d'économie qui n'existait pas auparavant, où les gens vont pouvoir jouer aux jeux vidéo pour commencer à gagner de l'argent, qui va s'apparenter à des tokens échangeables sur les plateformes. Donc l'économie intérieure du jeu peut être sortie du jeu pour s'échanger sur l'extérieur. Et là, c'est le point un peu particulier qui est également nouveau. Donc, on voit que les volumes aujourd'hui que fait Axie, c'est des plus gros jeux. C'est 21 millions juste le 9 octobre où j'ai fait le screenshot, juste dans la journée. C'est par jour à peu près. Donc, les volumes, on est sur aujourd'hui, c'est plus d'un demi-milliard de volume depuis l'existence du jeu. Voilà, bon, on n'a pas le temps de commenter plus Axie, mais dans les questions, on y reviendra et on arrive à la conclusion. Ouais, il y aura plus de temps pour les questions, c'est pas grave. OK. Oui, juste un dernier mot sur Axie. On peut aussi du coup louer des items pour les personnes qui ne peuvent pas acheter les créatures pour jouer au jeu. Du coup, il y a des systèmes qu'on appelle le scholarship. Vous allez du coup louer vos items à des joueurs qui vont pouvoir les utiliser et gagner de l'argent avec. C'est un peu comme si dans Grand Theft Auto, dans GTA, vous pouviez acheter une voiture numérique, la louer à des joueurs qui vont eux-mêmes jouer avec ou faire des actions dans le jeu. Donc, c'est en train de changer complètement les modèles économiques des jeux vidéo. Axie, c'est le plus important, mais il y a d'autres jeux qui se développent. Et peut-être qu'à terme, ça touchera des licences plus connues, comme Fortnite ou que sais-je. Conclusion et synthèse. Donc, les enjeux d'NFT pour les artistes. J'espère qu'on a réussi à vous démontrer que c'était bien plus que des images signées. Ces NFT, ça peut comprendre notamment des enjeux de gouvernance, de code, d'action, de redistribution. Donc, c'est un nouvel espace de création qui nécessite à la fois des connaissances techniques, mais aussi, je dirais, des connaissances culturelles, de bien comprendre, ça prend beaucoup de temps, les codes de la communauté, des communautés crypto, qui s'apparentent du coup un mélange de libertarisme, d'anarchisme, de culture contestataire, un peu ironique, on l'a vu avec tout ce qui est code visuel, notamment les CryptoPunks. Également, ça c'est plutôt pour les collectibles, donc les items à collectionner, donc de ne plus penser en termes d'image, disons, finie, unique, mais plutôt en termes de déclinaison. On l'a vu avec les CryptoPunks, où du coup on a les chapeaux, on a les couleurs de peau, on a les lunettes, les accessoires, etc. Système de rareté aussi. Voilà, donc de penser en termes de déclinaison, donc ce qui est du coup peut-être un nouveau schéma de pensée qui s'apparente davantage à des enjeux de programmation numérique. Nouveau modèle économique, on aurait pu le mettre au pluriel, donc c'est la possibilité pour les artistes également de pouvoir créer leur propre plateforme. Il y en a une qui s'appelle Iketlink, qui a été créée par des artistes, et du coup c'est un groupe d'artistes qui possède la plateforme, qui maîtrise l'écosystème, la redistribution, les règles de curation, etc. Donc de s'émanciper du coup des réseaux de l'art traditionnels possiblement comme les galeries et les musées, même si en fait c'est les deux en même temps. À la fois il y a ces espaces autogérés
Et puis, il y a des acteurs comme Sotheby's, Christie's qui aussi investissent ce terrain-là. Donc, c'est les deux logiques en même temps. Et puis, peut-être c'est le plus intéressant, je trouve, c'est les enjeux de gouvernance et de partage de l'autorité qui peuvent se matérialiser par des tokens, comme on a vu avec Moon.dao, entre autres. Et puis, risque objection, évidemment, il y en a. Déjà, l'idée que le numérique puisse être unique, ça n'a pas de soi, ça choque beaucoup de personnes. C'est un a priori très clivant de dire, finalement, ça ne sert à rien, on a juste reproduit le monde réel dans le numérique, à quoi bon? Ça, c'est une objection majeure qu'on peut faire à ces technologies. Évidemment, l'idée de bulles financières et de spéculation, quand on est sur des images de chats ou de singes qui valent plusieurs centaines de millions de francs, on peut quand même se poser légitimement la question de l'effet bulle. Écologie et pollution, ça c'est évidemment un très gros débat également. Chaque transaction Ethereum est assez énergivore. C'est un constat qui néanmoins peut être nuancé de deux choses. Il y a des blockchains qui sont autres que Ethereum et qui polluent beaucoup moins comme Tezos. Bon, certes, ça s'additionne et ça ne remplace pas. Et à terme, Ethereum devrait évoluer vers quelque chose de beaucoup moins polluant, contrairement au dollar qui, lui, ne peut pas être mis à jour. Mais pour l'instant, oui, il y a de la pollution là-dedans. Après, on pourrait aussi la comparer à des œuvres physiques et se poser la question de la comparaison, mais pour l'instant, il faut être honnête, ça s'additionne, ça ne remplace pas. Et puis, ça irait peut-être avec le point 2, système pyramidal dit de Ponzi, donc de dire est-ce qu'il n'y a pas des manipulations de cours de gens qui vont acheter des œuvres pour faire monter la valeur artificiellement. Il y a aussi ce risque-là dans les environnements numériques. Dans Axie Infinity, c'est une objection qu'on retrouve souvent, de dire finalement, si vous n'avez pas acheté tôt, vous n'arriverez jamais à faire monter la valeur sans attirer des nouveaux acheteurs qui vont eux-mêmes faire monter les prix. En poursuite de projet, on a le plaisir de vous annoncer que là, on a préparé la conférence avant cette réponse-là, mais entre-temps, on a obtenu un financement de recherche de la SES Genève qui va nous permettre de développer ces analyses. Et donc, c'est un projet qui va démarrer en janvier 2022 et qu'on va mener en partie avec l'Université de Genève, mais fac de droit et pas histoire de l'art, pour apporter expertise juridique à ça. Et donc, on va créer un lexique critique en ligne, ainsi qu'une série de schémas. On a vu quelques-uns dans ces slides, mais on espère que les prochains seront mieux faits. Et donc, l'ensemble de ces livrables sera disponible en code en licence ouverte, CC0 sans doute la plus ouverte. Et il y aura également un cours transversal HES Genève interdomaine, donc santé, ingénierie, travail social, architecture, etc., art design bien sûr, qui sera en co-animé avec la fac de droit de l'Université de Genève. Merci beaucoup. Et on attend vos questions ou remarques. Merci beaucoup, Guillaume. Juan, tu vas dans le chat, s'il y a des questions. Oui, si jamais vous avez des questions aussi sur le chat, n'hésitez pas peut-être à lever la main. J'ai déjà deux questions de Yannick Benamou. J'ai peut-être commencé l'oral. Merci beaucoup pour ce parcours à travers ces sinuosités de numérique, ces termes, ce nouveau langage, ces codes, j'imagine complexes, mais c'était passionnant, c'était très intéressant. Donc, on peut revenir aussi sur certains exemples de façon à ancrer la discussion sur des aspects concrets, peut-être de ces problématiques que vous avez relevées, de ces avantages, de ces schémas de reflet, mais parfois aussi opaques par rapport à un monde réel, confrontation au numérique. Donc, j'ouvre la discussion. N'hésitez pas à poser des questions que vous souhaitez. Oui, alors, une première question là. Vous parlez du fait que les éléments qu'on est en plus de place, et de plus cher à respecter, etc., c'est maintenant une est-ce que c'est ça qui fait, est-ce que c'est inhérent au fait que ce soit des micro-serveurs volatiles, que ça En fait, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût qu'il y a pour stocker sur la blockchain est uniquement inhérent à la demande et à l'offre. En fait. Parce que s'il y a peu de personnes qui ont la capacité de produire de miner, il va y avoir des coûts plus importants. Mais en fait, il pourrait y avoir un seul ordinateur qui tourne, les coûts seraient sûrement les mêmes. En fait. C'est juste que s'il y a plus de personnes qui demandent à écrire sur la blockchain et qu'il y a peu de personnes qui sont en capacité d'écrire, la personne va juste prendre les coûts les plus chers. Mais c'est uniquement ça. C'est l'embouteillage un peu. Ouais. C'est l'embouteillage. Mais sur les plateformes avec des proof of stake et tout, il y a théoriquement un seul ordinateur qui écrit. D'un point de vue écologique, on est pratiquement autour de zéro. Et d'un point de vue des coûts, on est aussi très très bas en fait. Après, c'est des raisons idéologiques. C'est comme on est sur des systèmes de blockchain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Personne dirige Bitcoin, personne dirige Ethereum.
tout passe par des votations, des négociations pour essayer de faire évoluer la blockchain, tout prend énormément de temps. C'est vraiment la politique, c'est la démocratie ultime, en fait. C'est très compliqué. Après, là, la plupart des exemples, c'est basé sur Ethereum. Il y a d'autres blockchains où les coûts vont être de, je sais pas, quelques centimes. Je ne sais pas si on a. Là, on est sur du Ethereum. C'est vrai que si on prend sur du Nickel Neck, on va être divisé par 10. Ça dépend du comment ils encodent les choses. Mais oui. Ça mène un peu à une question qui est un peu une question passée, c'est plus qu'on parle d'énormes sommes, etc., dans notre site, comment ça se fait que ce soit encore le niveau terme et que pas, selon un petit bon terme, Comment ça, par exemple, le fait que ce ne soit pas aujourd'hui, c'est complètement ouvert en fait. C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de la blockchain est mis par tout le monde. Le problème, c'est que là, il aurait fallu rentrer dans la manière dont fonctionne Bitcoin, donc comment fonctionne la blockchain en général. Mais en fait, c'est n'importe qui a la capacité de prendre son ordinateur et de miner du Bitcoin ou de miner l'Ethereum ou de participer à l'écriture de ces objets-là. En fait. La rétribution, le fait de donner de l'énergie, de donner du courant pour faire tourner ce truc, on est rétribué par rapport aux frais de transaction que les gens nous envoient. Mais ces frais de transaction sont divisés parmi tous les ordinateurs. Donc, plus d'ordinateurs, plus c'est divisé. Moins il y en a, plus les sommes sont grosses. Mais si plus les sommes sont grosses, du coup, plus de gens veulent le. Donc, c'est vraiment, c'est toujours un flux. Et puis, ça n'empêche pas la concentration, malgré que vous-même, si vous pouvez le faire, ça n'empêche pas qu'il y a des énormes, ce qu'on appelle les fermes de minage, des entrepôts énormes qui ne sont pas WhatsApp parce que c'est décentralisé par nature, mais qui recréent quand même des polarités dans cet écosystème du mining. Mais là, on est dans des considérations de fonctionnement peut-être un petit peu longues à expliquer ici. Et puis sur des serveurs comme ça décentralisés d'IPFS, c'est-à-dire que les données sont complètement répliquées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un serveur, si un jour un serveur crash, la donnée est perdue. Parce que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne la blockchain en fait. Mais c'est compliqué à expliquer. Mais parce qu'en fait, l'image, elle est stockée nulle part, elle est répliquée sur des bouts de réseau. C'est bon. Je vais alterner avec les questions en salle. Je me garde en attente. Et puis, je passe aux questions de Yannick Benamou, qui sont deux questions. Une concernant le stockage NFT client server. Ouais. À qui appartient le serveur et le fichier stocké? Et qui peut disparaître, comme avec le code source Internet? Ceux du vendeur ou votre tiers? Ça, c'est la première question. Oui. Ouais. La deuxième est concernant l'accessibilité des images NFT. Le titulaire des NFT peut-il restreindre, par exemple, fermer l'accès au NFT, l'image est toujours visible par tout le monde? Merci Yannick, c'est des questions intéressantes. Le premier cas du web, c'est le troisième exemple, ce qui est tout à droite. Et donc, dans ce cas, c'est le vendeur, donc Sotheby's ou Christie's, qui possède le serveur sur lequel est stockée la donnée de base. Et du coup, il y a un effet de dépendance où ce n'est pas l'acheteur qui possède le serveur. Donc, si le vendeur ferme l'accès ou qu'il y a un bug, les données sont… si le lien ne peut pas être réfléchi vers la donnée, c'est fini. On ne peut plus changer sur la blockchain, donc il est brisé à jamais. Donc, c'est le vendeur qui, à ma connaissance, est responsable, garant de la stabilité, de l'adéquation entre le lien et la donnée, ce qui, du coup, crée un vrai risque pour l'acheteur. Et donc, c'est pour ça qu'il est préférable de passer par soit du on-chain, soit à défaut de l'IPFS. La deuxième question, c'était, pardon. C'est concernant l'accessibilité. Le titulaire de l'NFT peut-il restreindre l'accès au NFT où l'image est toujours visible par tout le monde? Encore une fois, ça dépend de l'STB. Si est stocké sur un serveur, il peut bloquer le serveur. Si est stocké sur la blockchain, c'est pour ça qu'en fait, on insiste vraiment sur la réelle essence de la blockchain, c'est la première image, c'est du on-chain. Ça, c'est ouvert, c'est impossible à censurer, c'est impossible à éteindre. Et aujourd'hui, il y a d'autres choses qu'on n'a pas pu expliquer aujourd'hui, donc sur des noms de domaines, en NFT. On peut acheter aujourd'hui des art.crypto ou .eth. Et là, on est sur des services de web, des pages web qui sont complètement incensurables et impossibles à étendre. Donc là, on est sur une résistance par rapport à la censure qui est vraiment dans l'esprit des cypherpunks à l'origine, sur un web absolument indestructible. Pour répondre à Yannick, si c'est un NFT on-chain, il n'y a pas aucune possibilité de le restreindre après coup. Il est inscrit sur la blockchain, n'importe qui peut le consulter. Ça ne peut pas être modifié. Je vous laisse la parole. Non, je repasse en chat et après, si vous avez des questions. Un peu plus sensible quand même. Vous parlez de ça qui est dans la montre d'art, en fait. Je me demandais, parce que je comprends, en fait, ça rend la vente et l'achat facile, l'échange. Donc, en fait,
et encore plus un type d'investisseur. C'est d'échanger facilement Complètement. Il n'y a pas un risque là aussi, ça veut dire un peu. Oui, mais moi je vois pas ça comme un risque, je vois ça comme une ouverture. Après, c'est une culture qui permet de faire attention. Si on prend un événement, il faudrait rentrer dans le détail, mais par exemple, si on prend l'affaire GameStop qui s'est passée il y a quelques mois, c'est absolument affreux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens, des petits entre guillemets, qui ont dit on va jouer dans la cour des grands à vouloir acheter des parts sur une entreprise. Les gouvernements disent non, ça c'est réservé aux riches. Et vous n'avez pas le droit, ils ont changé de loi pour faire tomber ça. Il faudrait rentrer, moi j'apparente vraiment ça à l'affaire GameStop en fait. Mais pour moi, non, ça ouvre le système. Effectivement, il y a de la spéculation encore plus à outrance, mais tout est ouvert. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, on prend du Pinot et du Kuntz, on est clairement dans de la spéculation, de la construction, ce genre de choses aussi, où on est vraiment dans de la petite bulle en fait. Dans le petit groupe, en fait, là, on ouvre tout à tout le monde. Donc effectivement, bah, les gens arrivent, ils font des erreurs, ils achètent n'importe quoi, oui. Mais je vois pas tout ça. Après, ça permet aussi à des artistes qui ne sont pas représentés aussi dans des galeries aujourd'hui d'exister dans le monde de l'art. Donc, par exemple, si on prend la plateforme Iketmunk, c'est intéressant. Il y a des artistes notamment d'Amérique du Sud qui sont pas mal exclus dans des galeries ou par des musées qui leur permettent d'exister en ligne à peu près au même niveau que les autres et donc de faire émerger de nouvelles scènes artistiques. Donc, c'est toujours les deux en même temps, en fait. Après, si on prend la spéculation, oui, bien sûr, ça l'a fait monter. Mais moi qui étais à Basel cette année, on n'a clairement pas attendu la NFT pour que ce système-là existe. Donc après, voilà, vous prenez un caddie, vous repartez avec du Bridget Riley à 4 millions dedans, n'importe quoi. Enfin, du coup, disons qu'il faudra dénoncer les deux en même temps dans ce cas. Je repasse encore, mais je trouve intéressant la question de monsieur parce qu'elle soulève l'aspect du tiers intermédiaire, en réalité, qui est vu que comme une forme d'obstacle à une décentralisation et à une facilitation d'un contact direct finalement entre le vendeur et l'acheteur, sans pour autant prendre en compte parfois aussi l'aspect peut-être régulateur, ou peut-être aussi l'aspect éthique en quelque sorte, et puis l'aspect scientifique de la présence de ce tiers intermédiaire. Donc on le voit vraiment comme un facteur de gêne, juste là pour dissoluer. Tout à fait. Et ça, c'est très problématique parce que finalement, on peut retomber dans des travers, une sorte de néolibéralisme agressif, tout en pensant, enfin, il revient par la petite porte. Mais c'est une classe de coopérative participative. C'est ce que dénonçait les cypherpunks quand ils ont monté Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils ont dit on est prêt à croire les banques si elles font bien leur boulot. Et les crises à répétition ont dit qu'on préfère que les gens soient responsables eux-mêmes de leurs choses en court-circuitant les banques et les tiers de confiance. Ce qui tombe dans d'autres problématiques, dans d'autres dépenses, mais après, c'est des choix politiques. Tout à fait. Alors, je repasse pour vous donner la parole à Madame Béatrice Joyeux, qui a une question pour vous. Oui, bonjour, merci pour ce papier passionnant. Moi, j'avais plein de questions parce que je travaille aussi sur les NFT. La première, mais je vais me limiter quand même. La première, c'est la question. Alors, vous m'entendez mieux là? Je ne sais pas vous monter le volume. Je vais parler plus fort. Si je parle plus fort comme ça, c'est mieux? On va y arriver. Une seconde. Ouais. Tu peux reposer ta question, Béatrice? Okay. Oui, donc je disais d'abord merci à tous les deux pour ce papier qui est passionnant. Je travaille moi-même sur le NFT, donc j'aurai énormément de questions, mais je vais me limiter. La première, ce serait celle de la conversion en réel. C'est un vrai problème actuellement pour les maisons de vente qui se rendent compte que une fois qu'on a récupéré des sous, entre guillemets, des Ethers, il faut bien en faire quelque chose et qui se mettent à limiter un petit peu ces transactions parce que le coût de conversion d'Ethereum en dollars, par exemple, est extrêmement cher. Est-ce que vous avez un petit peu creusé cette question, aussi bien du côté des plateformes que du côté des artistes? Ce qui me conduit à ma deuxième question. On sait très bien, même si l'idéologie, je dirais, des NFT nous dit que oui, ça résout toutes les apories de l'art numérique, ça y est, ils vont pouvoir vendre et vivre, etc. L'exemple Beeple, il est millionnaire, il venait de nulle part, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais bref, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui perdent là-dedans. Est-ce que
Moi, je ne savais pas, par exemple, ces prix-là. Je trouve très intéressant le tableau que vous avez donné, qui explique quel est un petit peu le coût d'entrée pour un artiste de mettre une œuvre dans une plateforme. Est-ce que vous avez pu parler avec des artistes justement de ce rapport coût-gain? On a un petit peu l'impression du coup qu'on est dans une espèce de loto où il y en a beaucoup qui achètent et puis il y en a très peu qui gagnent. Et que donc, là, j'arrive à ma troisième question et je rebondis sur une phrase tout à l'heure très juste, c'est réservé aux riches. Alors, c'est réservé aux riches. Moi, ayant travaillé sur qui gagne, je me rends compte que ceux qui ont gagné parmi les artistes, ils étaient déjà dans le milieu. C'était pas des gens venus nulle part. Et par ailleurs, les grands collectionneurs eux-mêmes, ce sont en général des personnes, des hommes. Ce sont des hommes qui ont toujours le même profil. Ce sont eux-mêmes des entrepreneurs de la blockchain. Est-ce que voilà, donc j'ai terminé. Est-ce que vous avez croisé une réflexion là-dessus? Personnellement, je n'ai pas tellement vu de choses là-dessus. Et qu'est-ce que ça donne un petit peu justement de cette idée que ce serait nouveau? Oui, on sait que ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que ça vous… Ouais, on essaie de répondre. Merci pour ces questions super pertinentes. Pour la première question sur la conversion crypto-dollar, peut-être je pourrais te poser la question, pourquoi convertir? Si on prend aujourd'hui, par exemple, le Salvador ou le Brésil, finalement, on peut tout acheter quasiment en Bitcoin. Donc, dans ce genre de pays, la question de la conversion ne se pose plus. Elle se pose si on ne peut pas acheter directement en Ether ou en Bitcoin, en fait. Et si on prend l'exemple de Axie Infinity à la fin, le token du jeu, c'est les SLP. Un pays comme les Philippines, aujourd'hui, possède plus de gens, comprend plus de gens qui ont un compte en SLP qu'un compte bancaire. En fait, pour ces personnes-là, c'est presque l'inverse, c'est qu'elles peuvent acheter plus de choses en SLP que dans la monnaie des Philippines, qui est le dollar philippin, je ne sais plus exactement. Ouais. Voilà, donc du coup, ça dépend vraiment des pays, en fait. Je pense que cette question-là peut-être se pose en Europe, mais dans d'autres pays, c'est presque l'inverse. Il y a presque, voilà, après je vais passer pour un crypto, tant pis, mais presque une incapacitation dans certaines zones géographiques, et dans d'autres, ça se pose vraiment différemment. La deuxième partie sur le fait que c'est encore un milieu accessible aux riches, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'effectivement, il y a besoin des moyens qui sont relativement importants. Quand on voit les sommes contre un CryptoPunk à pratiquement un demi-million de dollars, effectivement, il faut des fonds. Sauf que les gens qu'on voit, les possesseurs de NFT, sont soit ce qu'on appelle les early buyers, donc des gens qui étaient dans la culture depuis très, très, très longtemps, soit des gens qui ont cette culture-là. Mais aujourd'hui, la position de NFT, il y a, je vais expliquer avec le token, donne des accès limités à des choses. C'est-à-dire qu'on est obligé de posséder un certain type d'NFT, d'être sur un certain type de groupe Discord pour parler avec certaines personnes, pour accéder après à un mint ou à accéder à une certaine vente d'NFT. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui sont très, très limitées et qui se limitent à certaines personnes. On parlait de Stoner Cat. Aujourd'hui, je possède un token Stoner Cat. Ça me permet effectivement d'accéder aux films et de voir, mais ça permet aussi d'accéder au groupe Discord où il a été mentionné qu'ils vont faire un nouveau drop de NFT qui ne sera réservé uniquement aux possesseurs de ces Stoner Cat-là. Donc, un collectionneur traditionnel qui possède son NFT, qui n'est pas présent sur Discord, n'aura jamais accès à ce genre d'informations. Donc, ça reste un truc où on est quand même obligé de toujours proactif sur ce milieu-là pour comprendre comment le milieu évolue. Après, on a aussi montré des NFT avec des sommes records, évidemment. C'est ceux qui font la une des médias, mais il y a tous les prix. Vous avez aujourd'hui des NFT à 5 francs. Donc voilà. Ça, c'est les prix des choses qui sont pas convertibles, justement. C'est ces choses-là qui ne sont pas convertibles. Donc, c'est un peu du jeu, c'est vraiment un phénomène intéressant. Ouais, il y a un côté loto, mais là, évidemment, c'est comme si je disais que l'art contemporain, c'est que Jeff Koons. Bah non, évidemment qu'il y a bien d'autres choses. Donc, ce serait bête de dire que les NFT, c'est que les CryptoPunks. Il y a tous les prix. Après, il y a des prix incompressibles qui sont les frais de transaction, mais qui peuvent être réduits sur une blockchain. Mais si il y a des œuvres sur Tezos qui coûtent 5 francs, coût de transaction compris. Donc, du coup, de dire que c'est réservé aux riches, bah oui, si on prend le haut du panier. Mais c'est plus compliqué que ça. Et la dernière question, je ne sais plus ce que c'était. Désolé, Béatrice. Non, mais on a répondu aux trois en même temps. Merci. Merci beaucoup. Comment ça peut évoluer
Comment résumer C'est compliqué. En fait, sur Bitcoin, pour miner, il faut trouver un certain chiffre particulier. Ce chiffre-là, n'importe qui peut le trouver. Et par exemple, sur l'universel-là, je vous demande de trouver un chiffre que j'ai en tête entre 0 et 10, et vous me sortez tous un chiffre en même temps, vous allez le trouver automatiquement. Moi, ma contrainte qui est écrite dans le code de Bitcoin, c'est de dire qu'il faut que ça prenne 10 minutes. Donc là, si vous êtes 10 dans la salle, vous votez une minute par réponse, et j'ai pensé à un chiffre entre 1 et 1000. Vous allez me sortir un chiffre, ça va prendre 1 minute. Si vous êtes 300 dans la salle, je vais augmenter ce chiffre-là, et ainsi de suite. C'est que sur Bitcoin, aujourd'hui, il faut trouver des hashes, et ces hashes correspondent à une target qui correspond à pratiquement 20 zéros, ce qui est horrible à trouver et ce qui est très compliqué. Et en fait, ça, c'est ajusté pour que ça prenne toujours 10 minutes. Mais si il n'y a que 2 ordinateurs, ça consomme que 2 ordinateurs, et les juste personnes, le hash va être énorme et ils vont juste passer 10 minutes à le trouver. S'il y a plus de gens, le chiffre va réduire, mais ça va toujours prendre 10 minutes. Cette contrainte de 10 minutes, elle est inscrite dans le code de base. Et ça, ce qu'on appelle le proof of work. C'est très énergivore, ou du moins c'est énergivore selon le nombre d'ordinateurs qui sont connectés. Sur Ethereum, ils sont passés sur un autre système qui n'est pas encore implémenté, mais qui sera implémenté et qui existe sur Tezos, où on dit ça ne sert à rien que tout le monde se mette en compétition pour trouver ce même truc. On va dire il y a un seul ordinateur qui va chercher, et après nous, on va juste vérifier. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des preuves de travail. Il y en a différents types de formes. Bitcoin, c'est la première, c'est la plus énergivore, mais c'est la plus résistante d'un point de vue rapide. Aujourd'hui, c'est impossible, honnêtement, même avec du quantique, la question se pose encore, mais on est vraiment sur un terme, c'est vraiment impossible à détruire. Le proof of stake d'Ethereum, pareil. Donc en fait, la question écologique, effectivement, aujourd'hui, il y a une empreinte qui est très forte, mais ça dépend de quoi on parle. Si on parle de Bitcoin qui est capable de révolutionner l'économie mondiale en reproposant une thésaurisation, au final, c'est un changement de système et du coup, il faut le peser par rapport à micro-trading ou ce genre de choses qui sont faites par les banques. En fait, Bitcoin, c'est une sécurisation par l'énergie. Enfin, il faut plus d'énergie que tout ce qui est connecté au réseau pour hacker la blockchain. Donc, il faudrait environ 3 centrales nucléaires qui seraient dédiées à ça. Ou, voilà, il faudrait être un État. Personne ne peut assez de puissance pour l'instant. Mais du coup, il y a plein de puissance qui ne sert à rien. Comment qui est pas question de monsieur, en réalité, si je comprends bien aussi, c'est un des désavantages énergétiques d'une politique de décentralisation. Puisqu'une centralisation, il y aurait peut-être un coût énergétique sur du storage, sur une personne, comme là, le fait d'avoir autant d'acteurs, même si ce n'est pas de façon exponentielle, avec aussi par exemple la stratégie des mineurs, ces gens qui travaillent sur ça, on décentralise. Dans une sorte de caractéristique politique, on quitte peut-être cette thésaurisation, mais on démultiplie le coût énergétique. Non, parce que pour venir, la comparaison entre Bitcoin et Ethereum a le même nombre d'acteurs qui vont miner, a le même nombre d'ordinateurs, mais le coût écologique est divisé par des milliards. Parce que vraiment, il n'y a qu'une seule personne qui va, et la rétribution ne va pas aller sur cette personne, mais elle va être distribuée équitablement entre le futur Ethereum. On parle vraiment de proof of stake, donc c'est vraiment une techno qui n'existe que sur quelques blockchains. D'accord, merci. J'ai 2 questions simples. Je passe d'abord juste une question dans le chat. Après, je vais rentrer. Ah, d'accord. Tu peux le redire dans la singularité du multiple. Alors, c'est Christiane Billy qui vous demande quel est selon vous l'intérêt d'associer un NFT à un item de la vie réelle? Alors, là, il faudrait expliquer par exemple le cas de carte Pokémon. On est passé un peu rapidement, mais je pense qu'on a tous joué aux cartes Magic, enfin, surtout carte Magic ou carte Pokémon. Donc, on est dans du collectionnable, on est dans une carte qui a une valeur physique. On fait des échanges, on les vend, les cartes sont fortes, elles valent cher. Comment on fait pour passer ce jeu en version numérique aujourd'hui? Comment on fait pour passer ce modèle-là avec, dire, j'ai envie de jouer non pas avec le voisin d'en face, mais avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde? Mais c'est une carte imprimée qui serait sur la blockchain. On parle de ces cartes-là. Oui, mais tangible. La question, c'est un item tangible qui serait lié à la blockchain. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, en fait, on dit, c'est-à-dire que dans cet exemple-là, c'est très compliqué. Soit le site Pokémon va s'amuser à répliquer la copie de ces choses-là, dire que le possesseur va devoir l'acheter 2 fois, ce qui est vraiment un peu stupide parce qu'on va devoir dépenser son puissant. Alors que la vraie question, c'est de créer un miroir, de les lier physiquement sur la carte avec des puces RFID ou des technologies NFC ou NFT. C'est autre chose. Donc, en fait, on peut lier les éléments. Pour des éléments vraiment physiques, en fait, ça va s'apparenter plutôt à des certificats. C'est-à-dire qu'on peut avoir une œuvre d'art, genre la Joconde qui se trouve au Louvre, créer un certificat sur la blockchain, et à chaque vente, on peut très bien dire, pour vendre l'œuvre, il faut absolument nous associer le certificat. L'œuvre pourrait être théoriquement volée, mais si le certificat, lui, n'est pas associé,
là, il y a une réelle réponse. Et on voit aujourd'hui que dans le marché de l'art, il y a 50% des certifications faux. Donc, quand les gens viennent et disent j'ai un certificat d'authenticité, on sait que le travail, ce n'est pas de savoir si l'œuvre est fausse, mais plutôt de savoir si le certificat est vrai. La blockchain répond à cette question. Après, les applications, concrètement, il y en a dans le luxe, pour les vêtements, pour des sacs, ou également dans le vin, pour authentifier des bouteilles vraies ou fausses. Il y a des applications là-dedans. Je reprends son sac de route. Justement, ça permet de répondre sur ma question. C'est pour savoir comment ça se passe au niveau de juridique par rapport à tout ce qui est. Sans nous spoiler notre futur travail. C'est très flou. C'est très compliqué. Vraiment, ça dépend des pays. On peut parler de la Chine, qui l'a interdit au moins déjà 10 fois. On peut parler de pays plus pro-crypto, donc le Salvador, récemment le Brésil, le Japon, qui l'a intégré depuis des dizaines d'années. La Suisse, c'est un pays quand même relativement très crypto-friendly. Donc, c'est vraiment très variable. Entre les lois changent tout le temps. Entre les taxations, en France, on est sur des flat tax parce qu'ils n'y comprennent pas. Les États-Unis considèrent ça comme des commodities, d'autres les considèrent comme des monnaies. Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que ça en est pas? C'est tellement le flou que légalement, aujourd'hui, c'est vraiment. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour que ce soit prédéfini. Est-ce qu'on peut avoir une comptabilité en crypto? Est-ce qu'en tant qu'entreprise, on peut dire ça, ce sont mes recettes en francs suisses, ça, ce sont mes recettes en bitcoin? C'est trop compliqué. Aujourd'hui, on parle de crypto gaming. J'ai une entreprise de crypto gaming, de comptabilité sont en crypto. C'est très compliqué. C'est-à-dire que légalement, on est vraiment dans la chose, on ne sait pas comment déclarer ce genre de choses. On peut faire des relevés. On dit oui, mais ça apparente à tant en francs suisses ou en dollars. On dit oui, mais nous, on ne compte pas comme ça. Après, si vous allez à Manor à Genève, vous avez un distributeur de Bitcoin. Je crois qu'il est dans les deux sens, on va vérifier, mais voilà, francs suisses et Bitcoin Ether. Il y a ce genre d'application pour la dépense, mais d'un point de vue vraiment institutionnel, pour dire en tant qu'entreprise comment on fait. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans ce genre de choses, mais on est vraiment sur des choses très designées sur mesure. Merci. J'ai encore une question. J'aurais une question calculatrice, aussi une question merci en effet pour les personnes qui nous suivent sur Zoom, de m'écrire sur le chat parce que le micro, c'est pas tout à fait ça. Je me permets juste une question et puis je vous poserai celle de Béatrice. Une question qui me taraude, c'est l'illusion de l'immatérialité que promeut d'une certaine façon dans nos vies, dans le quotidien, le numérique. L'idée que j'envoie que je fais un streaming, que je regarde un film, il est une sorte de bien immatériel. Et puis le réel le rattrape rapidement et on le voit par le coût énergétique d'un streaming ou de plateforme comme Netflix à rendre ridicule toutes les questions qu'on se pose sur les émissions de CO2, de l'aviation par exemple, si on regarde le coût énergétique de notre flux de streaming. Critiquer l'aviation avec mon iPhone devient une sorte de contradiction dans les termes. Ma question par rapport à ça, c'est justement, on a l'impression que toute cette réalité est immatérielle, on pourrait presque parler de matérialité numérique. Bien sûr. Et donc aussi d'éphémérité, puisque ma disquette, ma cassette, ma disquette VHS, mon CD, enfin, ont une sorte de taux limité. Et là, vous l'avez bien montré, que beaucoup de ces NFT sont dépendants finalement des plateformes, hein, et que parfois aussi, elles ne sont pas universelles, puisque si un jour la plateforme devait être amenée à disparaître, l'accessibilité de ce NFT serait plus là. C'est un peu comme si j'achetais une voiture qui ne peut fonctionner plus sur certaines routes. Donc, alors, on m'enlève ces routes-là, ma voiture, c'est terminé, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'il en est là? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce qu'il en pense? C'est vraiment aussi le caractère éphémère de cette œuvre-là, un peu comme une forme de land art ou de certains ready-made, ou bien il y a des contre-mesures par rapport à cette éphémérité? L'éphémérité, elle ne va pas être forcément liée aux serveurs ou aux plateformes, dans le sens où on expliquait sur du on-chain, on est vraiment complètement décentralisé. Donc on voit bien qu'on met des fichiers torrent sur le téléchargement, c'est impossible à arrêter. Par contre, on est lié effectivement à Internet. S'il n'y a plus Internet, il n'y a plus tout ce monde. Donc là, on est vraiment dans la limitation pure. Et effectivement, que cette question de fuite en avant, si on parle dans des théories de collapse, c'est évidemment que tout ce monde-là, il va disparaître. C'est ce qu'on voit en fait dans les films un peu dystopiques de métaverse, comme Ready Player One, décrit ce monde-là complètement Mad Max avec ces gens qui vivent et qui s'échappent en vivant dans des métaverses et dans des mondes des réalités. Mais même dans le film, il y a assez d'énergie pour maintenir le film. C'est ça, c'est un peu paradoxal. Ouais. C'est que les gens qui font des produits, mais ils ont suffisamment d'énergie pour alimenter les trucs pour les vivre dans son. C'est vraiment, on est vraiment un peu dans une. C'est tributaire d'Internet et pas peut-être d'autres facteurs. Je prends l'exemple dans peut-être mon adolescence, ou une jeunesse, je ne me souviens plus, Second Life était une réalité omniprésente qui a très rapidement disparu, n'est-ce pas?
Non, ça existe encore. C'est effondré, elle existe toujours. Ouais. Mais bon, ça existe Oui. encore, on est beaucoup plus. Non, mais encore des millions de joueurs, hein, quand même. C'est pas si petit. Après, non, oui, ça dépend Internet, mais ça dépend également de l'énergie, évidemment. Enfin, il faut des barrages, il faut des centrales, il faut beaucoup de refroidissement. Il y a une infrastructure physique énorme pour que ça fonctionne. Donc ça, peut-être qu'on pourrait l'aborder dans la partie financée du projet à partir de janvier. Peut-être qu'on pourrait essayer de montrer, du coup, ces infrastructures tangibles qui permettent à la blockchain de fonctionner et qui consomment plus d'énergie que d'autres choses sur le web, ou Internet en tout cas. Donc, il y a il y a toute une diplomatie culturelle et des enjeux géopolitiques. La Chine a récemment interdit les fermes de minage. Donc, on s'est retrouvé avec plein de cartes graphiques surpuissantes balancées dans la rue, ça ne sert plus à rien. Et maintenant, c'est plutôt passé dans les pays du nord de l'Europe. Donc, on voit que c'est aussi lié à des zones géographiques et des régulations qui sont assez instables. Je crois qu'il y a une discussion parallèle qui est lancée. Je ne veux pas vous la rendre, mais voilà, une réalité double dans cette présentation. Mais j'ai juste repéré une question, j'ai l'impression, c'est à moins que ce soit un commentaire. Dimension passionnante du NFT art, son côté bien positionnel. Mais il semble que pour savoir qui possède quoi, il faille toujours être soi-même propriétaire d'un NFT sur une plateforme spécifique. Est-ce bien le cas? Non, absolument pas. Tout est public, n'importe qui peut taper une adresse. Il faut encore savoir quelle personne se trouve derrière quelle adresse, mais tout est absolument public. Il suffit d'aller sur Etherscan, tout est public. D'accord. Ce qui pose d'ailleurs un potentiel problème si vous achetez des œuvres tendancieuses. Oui. Potentiellement, n'importe qui peut le savoir. Ça, on peut pas, du coup, ça rejoint la question de Yannick Benamou. C'est assez compliqué de garder secret un achat sur la blockchain. C'est pour ça qu'il y a des choses qui parlent. On a toujours plusieurs identités quand on est sur la crypto. On a des comptes professionnels, des comptes parce que comme tout est public, et on est obligé d'utiliser des systèmes assez compliqués de mixeurs pour voir au niveau de la traçabilité. Sinon, évidemment, on peut tout savoir. Aujourd'hui, l'adresse de Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, est publique. On sait qu'il en a plusieurs, mais on peut voir ce qu'il a acheté récemment. Donc, il y a ce côté aussi où on étale toute sa vie un peu. C'est comme si tout votre relais bancaire était public tout le temps. C'est ça, un peu. Très bien. Encore des questions? Alors, j'ai une question un peu générale et externe. Qui concerne, je dirais, la notion de substance de l'ordre. Et en fait, avec des moyens mais qu'on revienne à une idée mais cette idée d'avoir une substance, faire retour à l'état revenir sur l'état de l'ordre, revenir sur cette espèce de circulation ici, enfin, c'est tout un peu court, mais avec d'autres moyens qui permettent d'autres choses. Lorsqu'on dit, par exemple, de la retraite, on utilise ces moyens numériques du signe, je dirais moi. Donc, ce jeu à la fois de retourner à des notions qui sont avant et à mon avis, c'est le stagie, mais en fait, c'est pas cette solidité-là. Et puis, à la fois, comment ce désir, peut-être nostalgique, d'une ancienne solidité, avec ces moyens de publier. Ouais, c'est super compliqué. C'est en même temps, enfin, presque, on pourrait dire, c'est presque ringard comme conception de l'art. Enfin, voilà, en plus, tu connais bien mieux que moi l'art conceptuel, etc. Et finalement, là, on revient à quelque chose de beaucoup plus ancien, de classique au sens ringard du terme, où donc il y a cette nostalgie d'une époque où l'œuvre d'art est unique, etc. Et en même temps, il y a des démarches qui se lient au net art, au happening, etc. Donc, c'est un peu tout à la fois et ça rend assez compliqué l'analyse. Ouais. Mais il y a aussi comme un rapport nostalgique à l'art qui traverse ça, je pense. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, on voit finalement se vérifier une forme d'action anthropologique qui fait qu'on se sert de nouveaux moyens, de nouveaux médiums, pour discuter de questions très anciennes, jamais vraiment dépensées. Il y a vraiment cette confrontation, cette dichotomie entre copie et originale, les vieilles mondes, elles se déclinent
quand même à Vasari, on parle entre Durer et Raimondi, et bien même chez Platon sur par exemple la question de l'art. Mais ce qui est intéressant là, peut-être, mais c'est peut-être aussi antérieur, hein, c'est j'ai l'impression que cette unicité, elle est arbitraire. Elle est une unicité arbitraire où tout d'un coup on décide que c'est un NFT. Non? Est-ce qu'on peut décider que cet objet est tangible et donc que cet objet est non tangible? Je ne dis pas que ça n'a pas déjà existé dans l'art, et tout d'un coup il y a une sorte d'appropriateur de ces plateformes en disant bon, celui-ci est unique, alors que je pourrais aussi ne pas du tout le rendre unique. Est-ce que c'est le cas? Le NFT, c'est une capacité, ce n'est pas une limitation. On peut très bien produire un jeton à 10 exemplaires, à 100 exemplaires, et 100 parfaitement uniques à 100 exemplaires, comme Amélie a dit. On peut très bien également mettre des mécanismes beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 3 personnes qui en ont un, qui font quelque chose, qui peuvent libérer, déclencher des contrats, des choses comme ça. Ce qui s'est passé par exemple avec 24 Pixel, qui est une collection de 4 qui est sortie un peu, ou avec la version Pixel des Board 8, où en fait il y avait des morceaux de code qui étaient cachés dans le NFT, et personne ne savait ce que c'était. Il y a une communauté Discord qui s'est créée, les gens commençaient à échanger, puis la communauté a créé un site où les gens, chacun mettait leur bout de code pour commencer à créer un message, créé par l'artiste. Donc là, on voit bien que l'œuvre, est-ce que l'œuvre, c'est vraiment le NFT? Est-ce que l'œuvre, c'est la collection? Ou est-ce que l'œuvre, elle n'est pas cachée derrière l'échange communautaire que la communauté fait en échange d'informations et qu'en fait, l'œuvre n'est pas encore découverte et qu'elle va apparaître derrière? Donc, on a tous ces mécanismes qui sont encore en ébullition que le code permet, en fait. Donc là, on est vraiment dans l'automatisme. Il y a des œuvres qui pourraient dire l'œuvre n'existera que dans 100 ans quand tous les propriétaires feront telle action, tel genre de choses. Ça me ramène un deuxième aspect de ma question, en fait, c'est que finalement, plutôt qu'une forme d'anthologie de qu'est-ce que l'œuvre, hein, qu'est-ce que l'œuvre d'art numérique, la question c'est plutôt quand est-ce qu'il y a œuvre, une forme de temporalité. Quand est-ce qu'il y a œuvre, quand est-ce qu'il y a original. Et là, il y a tout un mécanisme qui va le décider d'une certaine façon. Donc, cette potentialité du NFT d'être unique n'est pas nécessairement. Et puis, comme tu l'as dit, peut-être la code cachée ou bien une notion participative. Donc, en fait, ça déplace, mais je pense que c'est aussi des phénomènes qu'on peut rencontrer, qu'on pourra mettre en à l'heure numérique, de déplacer la question. Pas qu'est-ce que l'œuvre, mais quand est-ce qu'il y a. Si on prend les CryptoPunks, ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement c'est un NFT unique, mais cette collection-là a été copiée au moins une dizaine de fois. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut aller sur OpenSea et voir un CryptoPunk acheté pour 10 francs. C'est parfaitement possible. Sauf qu'on se rend compte que c'est une copie d'une copie d'une copie. Et en fait, la réplication qui était inhérente au web et ce copier de cette idéologie du copier-coller systématique, le NFT propose une certification de dire on peut créer des listés, mais qu'au final, culturellement, quand on voit les collections, elles font que de se copier, de se recopier et ainsi de suite. C'est ce que propose d'ailleurs NumDAO en disant nous, on joue ça, on a fait ce truc-là et on vous offre tout. On donne tous les scripts, tous les codes. Vous pouvez, si vous voulez, faire votre propre version de la NumDAO en changeant les couleurs, en changeant ce que vous voulez. Parce que nous, l'œuvre, elle ne se situe pas dans l'image, elle se situe dans cette zone de captation, dans cette trésorerie, dans cette capacité à pouvoir. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont refait d'autres images avec le générateur et qui les auront vendues sur votre plateforme. Comme tout est libre, c'est possible. Oui, exactement. Voilà les gouvernances, on voit les différents. Voilà, donc là, par exemple, on est sur le NumDAO, donc on a vu qu'ils avaient possédé pratiquement 10 000 Ethers, donc 35 millions, et on voit les différentes propositions qui font ce genre de choses. Donc là, on n'est plus du tout. On voit, par exemple, voilà, donner 5 Ethers pour 6 différentes œuvres de charité. On voit les personnes qui ont ordonné cette exécution, donc on voit les personnes qui sont cachées derrière ces adresses-là, que chacun a donné 5 Ethers, et du coup, la proposition a été votée, genre de choses. Donc là, l'œuvre, elle est là. L'œuvre, elle est en arrière-plan. L'image, au final, c'est juste simple. Je n'entends pas nécessairement œuvre comme image. Non, pas l'œuvre. Il y a son unicité sur lequel c'est ça. C'est pour ça que quand on est sur blanc et noir, ce genre de choses, on donne du bois pour un artiste français. Bon, là, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a le fil noir, je crois. Mais on décrit, en fait, c'est chaque possesseur de cette œuvre-là va vous proposer qu'est-ce qu'on veut faire, et les gens vont pouvoir voter. Et donc, on est vraiment dans une chose qui me semble relativement nouvelle par rapport à la manière d'interagir avec eux. D'accord, merci. Alors, j'avais une question derrière. Non, alors. Moi, je me demandais si le faire pareil, la surveillance de l'œuvre là serait censée un NFT. Parce que là, ce que je veux tout à l'heure, de voir un NFT, c'est dans toujours PH. Toujours, il faut regarder l'œuvre en image dans l'écran et après regarder le PH de
sorte de NFT washing, quand on dit on va NFTiser une œuvre. Ça veut dire que, voilà, comme je dis, ce n'est pas obligatoire qu'on doit être NFTisé dans la blockchain, mais ça les donne déjà une autre expérience esthétique où, ok, maintenant, c'est tout, on va montrer cet univers, on va montrer à voir. C'est pour ça que la marché qui est assez spécifique à NFT. Il y a un exemple, c'est le British Museum, qui du coup s'est mis à vendre des certificats numériques d'œuvres de Hokusai. Donc, ils ont créé une espèce de duplication numérique du musée liée à des certificats. Mais du coup, là, on voit que c'est intéressant. C'est un acteur institutionnel vraiment puissant, mais qui visiblement n'a rien compris à la culture crypto. Du coup, c'est uniquement un effet d'opportunisme de dupliquer le musée en ligne et de créer une espèce de fausse rareté. Parce qu'évidemment, personne ne va aller acheter l'œuvre dans le musée, ce n'est pas possible. Mais du coup, totalement à côté des clous de ces circulations de code, de programmation, de gouvernance, etc. Donc, on voit que c'est… C'est l'image sur la blockchain. Voilà, là, pour le coup, on est sur un JPEG dupliqué, mais qui, pour moi, n'a pas grand intérêt. L'intérêt du CryptoPunk, c'est justement pas son image, c'est ses traits, c'est tout l'arrière-plan en fait, qui est un peu dur à comprendre et à rentrer dedans. En fait. C'est toujours l'arrière-plan en fait, qui est intéressant avec le NFT. Ce n'est pas tant l'image, voire pratiquement jamais l'image. Donc, vous avez des questions. Ensuite, il est Alain. On a encore un peu de temps. Je voulais savoir si concrètement vous achetez comment est-ce que ça se passe? On a plus référence, on a plus les références habituelles par rapport justement aux galeristes. Il y a un basal public saisir l'opportunité, mais un basal disponible. Donc concrètement, si les idées acheter une œuvre d'art aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a comme un. Je sais pas si vous voulez acheter une. Alors là, c'est sûr comment on perd les fonds. En gros, la première étape, c'est de créer une identité Web3 numérique, ça va être de créer un wallet. Donc, se créer son identité sur le Web3, on a vu qu'on fait avec MetaMask. Ça, c'est pas compliqué, c'est clé privée, c'est beaucoup de sécurité, il vous explique comment stocker les clés privées. Il faut avoir un peu de notion, donc c'est un peu compliqué. Après, c'est de posséder des fonds propres, des fonds en Bitcoin, en Ether. Plateforme de trading classique, Binance, Coinbase, plein d'institutionnels, il y a plein d'institutions qui font d'autres choses. D'envoyer ces fonds sur son wallet, donc sur son portefeuille qui correspond non plus. Ce n'est plus seulement un portefeuille, mais c'est aussi son identité. Et après, d'aller tout simplement sur des plateformes de vente comme un eBay numérique. Donc, on a OpenSea, Rarible, Foundation, on en a Nickelnuck, on en a plein en fait. Et après, c'est très très simple. On voulait faire une démonstration, mais sur Internet, c'est un peu compliqué. Mais on se connecte, on se log comme le login with Facebook. C'est la même chose, ça se passe avec MetaMask. Et après, on permet de mettre des enchères, d'acheter. Ouais. Il y a certaines plateformes qui acceptent directement les paiements en francs suisses et qui convertissent à la volée. Ce n'est pas la majorité. La plupart, il faut déjà les fonds crypto-monnaies. Mais certaines acceptent directement les francs suisses et les convertissent automatiquement. Mais dans tous les cas, il vous faut un wallet pour recevoir l'œuvre. Ça, c'est sûr. Très bien. Peut-être une dernière question. Si vous voulez nous avoir une question. On a encore des questions. C'est un peu la fin. Je me demandais il y a une question entre Oui, Damien Hirst, on n'a pas mis l'exemple. Oui, Damien Hirst a fait, ça s'appelait comment c'est une réflexion sur la valeur. Je me souviens plus du titre, c'était il y a environ 2-3 mois. Il avait proposé 10 ou 20 000, les occurrences, merci, 10 ou 20 000 feuilles de papier avec des points colorés. Il y avait une vente aux enchères, c'était un prix fixe, c'était, je crois, 2000 francs ou euros chaque œuvre. Et après, les acheteuses avaient, je crois, quelques jours, quelques semaines pour décider si vous voulez recevoir l'œuvre tangible, donc faite à la main, ou alors elle était détruite et vous receviez un NFT. Et c'est tout. Ouais, c'est une réflexion du coup sur le rapport entre valeur et tangibilité. Ça a été vendu immédiatement, il s'est fait 20 millions de francs. Enfin, bon, voilà. Du coup, la plupart des gens ont pris le NFT. Ouais. Et après, ils peuvent être du coup revendus en ligne sur le second marché. Sans doute que du coup, comme c'est sur OpenSea, Hirst gagne un pourcentage sur les reventes, ce qui fait que et c'était environ 15% de commission. Alors, je ne sais pas, un artiste comme Damien Hirst, quel est son pourcentage habituel en galerie, mais un artiste habituel, c'est autour de 40-50% de commission. Donc, on voit que peut-être même pour un artiste aussi connu, ça peut être intéressant de se passer d'une galerie traditionnelle.
Il avait déjà fait dans d'autres stratégies, on va se dire. Et là, on voit qu'il voilà, y en a une qui se vend à 27 000 en second marché, donc finalement. Enfin, non, c'est le prix proposé, ça ne veut pas dire que c'est le prix atteint. Là. On a l'historique ou pas? La pâte glissée, c'est bon. Ouais. Bon, c'est pas sûr que ça parte à ce prix-là. Ça, c'est une offre. Non, mais si, ça va, c'est le fleur qui est à 7. Ouais, prix moyen de revente cet Ether. Ouais. Ouais, fleur et puis visiblement, voilà, la spéculation a marché sur cette série. Bah, on voit que, ouais, il y avait ici, il y a pas mal de ventes. Ça, c'est une plateforme de vente de NFT OpenSea. Et donc, pour chaque œuvre, on a l'historique de toutes les ventes. Très bien. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire la deuxième partie de cette intervention, de la discussion. Merci pour vos exemples très éclairants. Merci aussi d'avoir animé la suite de cette intervention par la discussion, par vos réponses, par vos questions. Merci à toutes et à tous de votre participation active. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci, vu qu'on est en intervention,